You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. Au micro Cristina Rosati, aujourd'hui je vous présenterai les témoignages positifs, optimistes, magnifiques de Berthe. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25 ou bien à travers notre site internet comitedesfamilles.net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. La version de podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Audioblog et YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles si vous avez aimé cette émission. Vivre avec les VIH. Bonjour Berthe. Bonjour Christina. Je suis très contente de recevoir Berthe en plateau et de se voir, se reconnaître, se présenter parce que moi je connaissais Berthe, mais elle ne me connaissait pas. Et j'ai vu Berthe la première fois aux États généraux des personnes qui vivent avec les VIH. Nos auditeurs savent de ce dont je parle parce que j'ai dédié une voire deux émissions aux États généraux. C'était un moment avant l'été, ce printemps, je crois, je ne me rappelle même plus, ce printemps, où 200 personnes qui vivent avec les VIH se sont rencontrées pour discuter, pour faire émerger les besoins des personnes qui vivent avec les VIH et aller de l'avant, donner aussi des nouvelles impulsions à la lutte contre les stigmatisations, pour la recherche, etc. Dans cette occasion, il y avait une femme, Berthe, qui avait un bracelet rouge. Le bracelet rouge, c'était signifiait que cette personne ne voulait pas être prise en photo. Du coup, dans ma tête, en tant que moi journaliste, je pensais que c'était une personne qui ne voulait pas témoigner, qu'on ne pouvait pas vraiment approcher parce que voilà, se sentait... Elle n'avait pas envie, tout simplement. À la fin de ces états généraux, Berthe elle est montée sur la scène et elle s'est fait porte-parole des besoins justement qui étaient émergés dans cette occasion. Du coup, j'ai trouvé qu'il y avait eu un changement radical. Et c'est pour cela que j'ai contacté Berthe. Désolée Berthe, j'ai fait une longue introduction, mais peut-être tu me diras la vérité. Peut-être que tu ne voulais pas tout à fait te cacher, comme tu m'as dit hors antenne, mais tu avais quand même un bracelet rouge. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé aux États généraux pour toi? Merci de me passer la parole. Moi, je me représente, je suis Madame Berthe Fatoumi, personne vivante avec le VIH depuis l'année 2020. Et je suis déjà, je peux dire, participante dans beaucoup de débats concernant le VIH. Et j'ai été aussi invitée pour la séance des États généraux. Et à ma présence, on a vraiment fait beaucoup de choses. Mais à l'enregistrement, il y a eu la demande, est-ce qu'on veut être figurant, c'est-à-dire soit prise en photo ou encore être carrément anonyme. Et moi, au départ, sans vraiment appréhension, sans aucune appréhension quelconque, sans, je peux dire, aucune crainte, mais bon, c'était d'abord par observation. J'ai dit simplement, ben non, je vais prendre un bracelet rouge, voilà. Parce que je pensais, avec les débats, que c'était juste pour assister, écouter. Mais j'ai été portée par cette même un peu de fièvre qui me touche chaque fois lorsqu'il s'agit du débat des personnes vivantes avec le VIH. Et à peine à la fin de la première journée, j'ai décidé d'être publiée. Quand je dis publiée, c'est-à-dire prise en photo, vidéo, interrogée. J'étais ouverte
parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Mais bon, donc ça ne m'inquiétait pas. Je n'avais pas peur d'être écoutée, indexée, vue de partout. J'étais même prête s'il fallait porter un flambeau pour cela. C'était joli ce mot que tu as utilisé, tu étais prise par une fièvre. En fait, c'est vrai, la fièvre de... C'était un moment très touchant, les États généraux. J'ai encore les frissons quand j'y pense parce que c'est un moment émouvant aussi, non? Oui, effectivement. C'est une fièvre, comme je le dis. Ne sachant pas qu'aujourd'hui, je serai personne portante, vivante avec le VIH. Très tôt, depuis le lycée, je faisais partie de ce qu'on appelle groupe au soutien au VIH à l'école. D'accord. Voilà. Et je l'ai fait depuis, je peux dire, les années 95, 95 jusqu'à ce que je vienne en France. Mais j'ai toujours été militante sans le savoir que j'ai commencé à apprendre quelque chose qui va me servir plus tard. Ah oui. Donc, c'est pour cela que je parle de la fièvre, parce que le débat m'intéressait, les préservatifs, vraiment tout m'intéressait déjà dès le départ. Et j'avais toujours été vraiment portée par ce combat-là. Et en revanche, ta découverte d'être porteuse du VIH est très récente, 4 ans, 2020, tu nous disais. Tu veux nous raconter comment ça s'est passé, cette découverte, dans quelle occasion? Est-ce que tu t'y attendais aussi ou pas? À vrai dire, non. Je ne m'y attendais pas du tout, comme tout le monde d'ailleurs. Et c'est à la suite, je peux dire, d'une séquence de mal de tête répétés et qui s'est terminée par une urgence à l'hôpital. Et là où on a découvert que c'était une toxoplasmose. Donc, qui dit toxoplasmose dit déficit immunitaire. Donc, ce qui a mené le corps médical à faire toute une batterie d'examens. Et à la suite de quoi, j'ai été déclarée personne vivante avec le VIH. C'est comme ça que j'ai appris ma sérologie. Mais tu étais du coup quelqu'un de déjà formé, tu connaissais des choses sur le VIH ou pour toi c'était... en réalité, comme je le disais tantôt, étant quelqu'un qui a déjà participé à des débats, a été dans la lutte bien avant même que je tombe malade, j'en savais beaucoup. Et je peux dire que c'était un choc, mais ce n'était pas une calamité pour moi. Ce n'était pas une fin en soi, parce que j'avais beaucoup d'informations là-dessus. Je ne dis pas que j'allais acclamer parce que j'ai un résultat, mais je savais que c'était possible de vivre en paix avec. Donc, voilà un peu comment est-ce que j'ai accueilli d'abord la nouvelle. Et comment tu as réagi par rapport à ton entourage, du coup? Est-ce que c'est quelque chose que tu as communiqué, disons, ou tu as continué ta vie tout simplement? Immédiatement, j'ai informé tout le monde autour de moi. Disons déjà que ça pouvait alarmer ou bien alerter certaines personnes, dans la mesure où la toxoplasmose m'a amené aux urgences. Et je vous informe que c'est ma première fois, c'était la première fois de ma vie, d'être hospitalisée. D'être hospitalisée, c'était la première fois de ma vie, à 43 ans, être hospitalisée. Ce que depuis que je suis née, quand bien même que j'ai vécu en Afrique avec le paludisme, je n'ai jamais été hospitalisée. Donc, c'était un déclic pour tous les membres de la famille qui ont appris. Parce qu'ils se disent que c'est une personne qui tombe rarement malade. Et si cette fois-ci, elle est aux urgences, c'est que c'est sérieux. D'où mon obligation personnelle de ne rien cacher, de dire tout d'un coup, oui, effectivement, j'ai été aux urgences. Et voilà la raison, c'est le VIH. Et comme je disais, j'étais préparée et j'avais déjà pas mal entendu sur comment est-ce qu'il faut parler avec les proches, il faut convaincre, il faut expliquer. Donc, j'étais dans une pensée de si tu veux, tu acceptes, si tu acceptes pas, c'est pas grave, moi je suis libre. Voilà, moi au moins, je me disais, moi au moins, je sais aujourd'hui mon statut, peut-être pas toi. Tout à fait, Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, j'ai été informer la famille. Et chose qui peut étonner beaucoup de personnes, c'est qu'autour de moi, il y a plus
de personnes qui sont du corps médical. C'est Beaucoup plus en famille. C'est-à-dire, il y a beaucoup de médecins, Il y a des d'infirmiers. médecins, il y a des pharmaciens, il y a des laboratoires, il y a des chirurgiens, il y a un peu de tout chez moi, des dentistes, voilà. Et même des élèves infirmiers en formation. Donc, je suis tellement entourée du corps médical. Ça a été, je peux dire, accueilli vraiment bien. Voilà. Ça a été accueilli, ça a été pas un encouragement, mais un soutien pour moi. Je n'ai pas été lésée, je n'ai pas été rejetée, je n'ai pas été boudée, j'ai plutôt été encouragée. Tiens bon, tu vas te remettre. Et ce n'est pas une maladie. Si tu penses que c'est une maladie qui va te détruire, ce n'est pas celle-là qui peut te détruire. Tu es plus forte que ça. Tu me disais hors antenne, justement, que tu ressens pas d'être été jamais victime d'actes de sérophobie. Oui. Tu peux parler seulement des choses que tu as entendues autour de toi. Effectivement. Je disais hors antenne que moi, je dirais une chance déjà d'être dans une famille où il y a plus de personnes dans le médical et aussi d'être tombée, on peut dire quoi, malade et apportée dans un centre où je suis chouchoutée, je peux le dire comme ça. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit avec mes collègues avec qui j'ai pu partager, ou encore avec, même en pharmacie, j'ai pas eu de signe de, on peut dire quoi, de rejet, de mépris. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. Et je répète que j'ai été, on peut dire quoi, déclarée personne vivante avec le VIH depuis 2020. Donc, on est en 2024, ça fait 4 ans, mais je n'ai subi aucun signe de sérophobie. En revanche, on a entendu, c'est-à-dire que tu as eu la possibilité d'être dans des associations où tu as rencontré des gens qui vivent avec les VIH, qui avaient subi des actes de sérophobie, ou comment tu as entendu, je veux dire, autour de toi, oui, des choses négatives que tu n'as pas vécues en fait. Effectivement. Il y a d'abord la première association dans laquelle je suis allée, association Marie-Madeleine, 6 à Versailles. Et dans cette association, j'ai eu à écouter pas mal d'exemples de personnes, de femmes comme d'hommes, qui ont été d'abord, en un premier moment, rejetées déjà par la famille. Donc, ces personnes-là cherchaient du refuge. Ce qui est encore plus blessant, c'est que cette maladie est stigmatisée. Donc, du coup, quand on est rejeté, on est blessé 2 fois. On est blessé 2 fois, on est affaibli 2 fois. Tout est doublé, du coup, parce qu'on a plus besoin d'amour peut-être que les autres à ce moment précis. Et il y a des personnes qui ont même tenté de mettre fin à leur jour parce qu'ils ne servaient plus à rien. Ils n'avaient aucune valeur dans la société, ni en famille, ni avec le conjoint ou la conjointe. Et aux yeux des enfants, c'était pire. Et j'ai un exemple qui m'a fait mal jusqu'à aujourd'hui. C'est un homme qui a plus de 50 ans, qui a 2 enfants, mais qui n'ose pas jusqu'à aujourd'hui, qui est séropos depuis 10 ans, mais qui n'ose pas en parler en famille. Madame ne sait pas, les enfants ne savent pas. Et il vit, je peux dire, reclus sur lui-même avec cette forte douleur. Ce n'est qu'en association qu'il peut échanger et même ces pilules, il les prend dans la voiture. Donc, il y a des cas où certaines personnes ont été rejetées par le corps médical, c'est-à-dire soit à la prise de sang pour faire un bilan. L'infirmier double carrément les gants ou encore rejette pour dire ça, moi je ne sais pas trop. C'est le médecin parfois aussi qui dit je n'ai aucune connaissance, je ne sais pas trop comment on traite. Ou encore, c'est à la pharmacie, on dit ce genre de médicaments, bon, il faudra attendre, il faut aller dans telle pharmacie. Ou encore, ils sont livrés aux yeux, au su de tout le monde, les médicaments sans protection, sans même être dans un paquet. Donc, il y a des gens qui ont subi des coups. Et la plus grande partie des personnes se plaignent surtout
des dentistes. Oui. Là, ils sont refoulés carrément. Quelque chose que je n'ai pas vécu. Ça fait mal d'entendre que ça existe, mais je me dis qu'il y a encore des bonnes personnes. Ils ne sont pas tous mauvais dans le corps médical. La preuve, c'est que je n'ai pas encore vécu tout ça. Je ne souhaite pas vivre ça, mais je me dis que ça peut changer. S'il y a des gens qui on peut dire, rejettent pas la personne vivante avec le VIH, c'est qu'il y a la possibilité de faire entendre cela au corps médical pour que les personnes vivantes avec le VIH ne soient plus stigmatisées, arrivent à vivre dans la société avec cette maladie. Exactement. Et toi, tu es aussi la preuve, le fait de témoigner, ça aide aussi les personnes qui nous entendent, qui peuvent faire partie du corps médical, ils peuvent justement apprendre aussi de ton expérience. Tu as dit qu'il y a même des dentistes dans ta famille que j'imagine ils sont bien formés, ils ne rejettent pas les personnes qui vivent avec les VIH. Et tu as connu du coup l'association tout au début Marie-Madeleine, que nous avons reçue d'ailleurs ici à Vivre avec les VIH en tout début d'année. C'est un témoignage aussi très touchant. Et après, tu as rencontré d'autres associations. Tu me disais Basiliade, tu as rencontré aussi l'association Aide. Et tu as eu toujours l'occasion d'échanger un peu dans ces associations, de porter ta touche. Oui. Je disais que j'ai connu Marie-Madeleine par le biais de l'assistance sociale de l'hôpital. Parce que là, quand j'arrivais à l'hôpital, comme je disais, malgré les expériences que j'avais disons les connaissances que j'avais de la maladie, j'avais pas intégré le fait que sur le territoire français, je puisse connaître un groupe qui marche dans la pensée, qui protège, qui accompagne, qui soutienne. Donc, c'est l'assistance sociale qui m'a dit, tu ne vas pas rester seul dans ton coin, tu vas croiser des personnes, je te mets en contact avec une association et là, le débat il est ouvert, tu pourras être libre de poser toutes sortes de questions que tu ne peux pas ou tu ne veux pas poser au médecin et tu verras. C'est ainsi que je suis allée vers l'association Marie-Madeleine. J'avoue que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a parfois, on se croit plus fort, on se croit aguerri, préparé, mais il y a des jours où on sombre un peu, on se dit pourquoi moi, comment c'est arrivé, sachant qu'autour de moi, j'ai pas été, on peut dire quoi, rejetée, mais j'ai aucun parent qui est affecté par cette maladie. Donc, du coup, j'avais des questions en moi. Donc, à l'association, j'ai eu des réponses. Et étant à l'association, j'avais besoin d'être dans un cadre, on peut dire quoi, d'accompagnement, de suivi, quand bien même que je sais comment il faut faire, prendre les médicaments, tout, mais j'avais besoin plutôt, je vais dire quoi, d'approche de spécialistes. Et l'association Marie-Madeleine étant une association d'accueil de jour, ils m'ont dit, on va voir avec une autre association qui peut trouver ce cadre-là. Et ils ont des maisons, ils ont des hébergements pour des personnes voilà, qui ont besoin vraiment d'accompagnement, de suivi. Et on va vous mettre en contact. C'est comme ça ils m'ont conduit vers Basiliade. Parce que Basiliade aussi est une association qui recueille les personnes vivantes avec le VIH et puis même les homosexuels et qui sont accompagnés dans les hébergements appelés ACT. Voilà, l'association hébergement, coordination thérapeutique. Et c'est comme ça que j'ai été hébergée par Basiliade, accompagnée, soutenue par Basiliade dans tous les sens du mot. Quand je dis accompagnée, c'est-à-dire nourrie, logée et habillée, tout, pendant une bonne période. Et j'ai encore, je peux dire, développé cette confiance en moi, cette peur qui n'était jamais là, mais qui avait des points d'interrogation, des inquiétudes. Tout a été dissipé.
j'ai repris confiance et la vie a été encore plus belle et tranquille avec Basiliade. Tout à fait. Et on vient un peu au jour d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on peut dire peut-être que ton souci, ce n'est pas le fait d'être porteuse du VIH, mais ce sont peut-être les papiers. Oui, effectivement. Parce qu'on peut refaire un peu le schéma. En fait, tu m'as dit que tu viens de Côte d'Ivoire. Oui. Tu es arrivé quand en France? Comment ça s'est passé Pour arriver en France, c'était dans le cadre de, je peux dire quoi, une relation. Parce que mon concubin, il était déjà ici, un Ivoirien également. Et ça m'a boosté, disant le couple, la distance, tout ça, c'est pas bon, il faut revenir, il faut venir, on va vivre ensemble. Donc c'est le vivre ensemble qui m'a amené en France en décembre 2018. Et de décembre 2018 jusqu'en 2020, comme je disais, tout allait bien. Je suis arrivée, vu que j'étais un fonctionnaire au pays, en Côte d'Ivoire. Donc j'ai vite intégré le milieu du travail ici. J'étais au boulot comme tout le monde, donc tout allait bien. Jusqu'à ce que le mal commence à me toucher petit à petit. Donc, je peux dire, ça a été fulgurant qu'en 2020. Sinon, j'avais ces petites migraines, mais je mettais tout cela sur le coup de la fatigue, le rythme ici, tout ça. Mais c'est à la suite de la chute véritable que j'ai su. Mais bon, quand je suis arrivée, je ne peux pas dire que j'ai connu. C'est comme une chance qui me suit depuis le départ. Voilà. Parce que il y a des tracasseries de départ que certaines personnes ont connues. Moi, je n'ai jamais connu cela. Je n'avais pas les papiers au départ, mais j'ai eu la chance d'avoir un patron qui n'utilisait pas le nom d'une tierce personne. J'ai travaillé avec mon propre nom. Donc, tout le monde me disait « Ah, mais comment toi tu fais ?» Je dis ben, « Je ne sais pas, c'est une chance, c'est une grâce. » Parce que c'est une pratique commune, c'est d'utiliser un nom d'une une tierce personne qui a déjà les papiers. Et moi, je n'ai pas été confrontée à ça. J'ai travaillé directement avec mes papiers, ce qui m'a valu d'avoir un titre aussi rapidement. Et quand j'ai été malade, on a dû changer le statut. Bon, ce qui n'était pas mauvais, ça m'a permis également d'avancer dans beaucoup de choses, d'avoir accès à d'autres choses que peut-être sans la maladie, je n'allais pas avoir. Parce que pour moi, la maladie n'est pas uniquement mauvais. J'ai en tiré des bénéfices. Moi, personnellement, je profite. Quand je dis je profite, c'est-à-dire que là où je pouvais ne pas être soutenue, accompagnée, à cause de la maladie, je suis soutenue, je suis accompagnée, je suis écoutée. Donc, voilà un peu comment je suis arrivée en 2018. J'ai fait mon parcours. Hop, on arrive en 2024. J'ai travaillé jusqu'en 2023, décembre 2023. Donc, je disais tantôt, j'ai toujours eu mes titres de séjour sans problème. Et depuis janvier, là, je suis dans un gros blocage. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Bon, je dirais que ça doit être dans l'ordre de l'administration. Je ne sais pas le motif pour lequel ça traîne. Je sais simplement que j'ai fait une demande de renouvellement depuis janvier. Et avant, on le faisait directement à la préfecture. Maintenant, il y a le site ANEF. Et j'avoue que c'est compliqué avec ANEF. Parce que de janvier jusqu'à aujourd'hui, on est en septembre, je n'ai pas encore ni le récépissé, ni aucun rendez-vous. Pour quelqu'un qui a toujours travaillé, j'ai toutes les preuves, j'ai toutes les fiches de paye, j'ai tout ce qu'ils peuvent demander, hormis la maladie. Je peux prouver que je suis une personne travailleuse, une personne, je peux dire, utile à la société. Je ne suis pas que on peut dire, du receveur. Non, moi je suis aussi pourvoyeur. Je donne de mon savoir. Mais là, je suis bloquée comme une personne qui n'a jamais rien fait, qui n'attend que de l'aide. Non, je n'attends pas que de l'aide. J'en souffre de ne pas pouvoir travailler.
parce que j'aime travailler. Et comment tu es en train d'essayer de résoudre ces situations? Est-ce qu'il y a des assistances sociales à qui tu peux faire référence? Comme je le disais tantôt, avec Basiliade, il y a un peu de tout. Voilà, je suis accompagnée dans l'administratif avec Basiliade. Donc, il y a les assistants sociaux, il y a aussi l'équipe juridique. Donc, on a écrit plusieurs fois déjà à la préfecture pour demander qu'est-ce qu'il en était et pourquoi cette lenteur. Ce à quoi on n'a pas eu de retour. Néanmoins, on a justifié que, étant quelqu'un qui a toujours travaillé et qui, on peut dire, dure encore dans cette situation de chômage, est en train de perdre tous ses droits. Parce qu'on n'a pas mis en avant la maladie, on a mis en avant la capacité de travailler. Oui, le travail, ton professionnalisme aussi. Tout a été détaillé et c'est à quoi la préfecture a répondu par une note, une attestation de prolongation de titre et non un récépissé qui donne droit à l'ouverture, je peux dire des droits encore pour ne pas me répéter. Voilà, c'est tout. La période que la préfecture donne avec ce document ne me permet pas réellement d'avoir un emploi parce que c'est juste 3 mois. Donc, j'ai touché certains services pour pouvoir travailler, que ce soit le privé ou le public, puisque malgré tout, j'ai déjà travaillé au public. On me dit c'est trop court, 3 mois, c'est pas possible. Voilà, on peut pas te faire un contrat de 3 mois. Donc, voilà un peu... Tu as senti sur toi les durcissements des lois immigration voilà, justement, j'en venais parce que je pense que les décisions qui ont été annoncées par nos différents pays, disant que, surtout la Côte d'Ivoire, disant que le pays, tout va bien, tout est stable, on a le corps médical qui est performant. On a aussi les médicaments, tout. Je pense que ça joue un peu contre nous, Ivoiriens, personnes vivantes avec le VIH. Donc, du coup, il y a cette épée de Damoclès qui pèse sur nous, demandant de rentrer au pays parce que là-bas, on a les médicaments. Donc, je peux me dire que aussi cette décision a été prise au mot par l'administration française qui pèse un peu dessus, d'où le calcul de certains pays qui ne sont pas renouvelés systématiquement. Mais dans ton cas, tu n'as pas fait une demande de permis de séjour pour soins, si je l'ai compris. Je l'ai fait. Ah, tu as fait aussi ça, d'accord. Voilà, parce que dès que j'ai été déclarée séropositive, j'ai changé de statut. Et c'était pire. Il aurait fallu peut-être, entre guillemets, justement, au jour d'aujourd'hui, je m'en veux, j'aurais dû rester dans mon statut de travailleur, voilà, simplement. Et là, aujourd'hui, je lutte encore de pouvoir retourner à mon statut 0, voilà, parce que là, je suis, je peux dire, une personne certes vivante avec le VIH, mais totalement indétectable. Donc, je vis pleinement ma vie, sans savoir, sans me soucier même de la maladie, parce que ça n'a aucun impact sur moi. Malgré la toxoplasmose, je n'ai aucun séquelle. Donc, moi, je veux qu'on me regarde plutôt comme une personne, voilà, qui est capable de retravailler, qui veut travailler et qui a besoin seulement de l'accompagnement de l'administration, c'est-à-dire le titre. Tout à fait. Et en plus, pour revenir à ce que tu disais, le fait qu'on considère qu'en Côte d'Ivoire, tu as accès aux médicaments. Oui. Ils disent que les médicaments sont les mêmes, entre des grands guillemets, mais tu sais que les choses là-bas sont différentes. Est-ce qu'on veut en parler? Parce qu'on ne parle pas beaucoup de ça. Bien sûr, il a accès aux médicaments aussi en Côte d'Ivoire. Oui. Mais c'est, pour vous le dire vrai, je ne connais pas pour les autres nations. Mais pour la Côte d'Ivoire, je sais uniquement que les médicaments peuvent exister ou existent là-bas. Mais je ne suis pas sûre et certaine que c'est les mêmes effets, c'est le même dosage, la même puissance. Peut-être que ce sont des génériques et encore de faibles doses, hein, je crois. Mais seulement ce que moi je peux crier pour la Côte d'Ivoire,
même si on a les médicaments, le plateau technique n'est pas le même. Et même si on avait le plateau technique, est-ce qu'ils ont la même compétence? Moi, je dénigre pas la Côte d'Ivoire, je suis de la Côte d'Ivoire, mais j'acclame le corps médical français. La médecine en France ne peut pas être égalée. Donc, je ne souhaite pas qu'on me ramène en Côte d'Ivoire juste parce qu'il y a des comprimés, il y a des médicaments, il y a l'hôpital qui est équipé. Non, non, non. Je pense que ce n'est pas pareil. On en a parlé aux États généraux de cette même situation. Il y a eu des exemples disant que on a des Occidentaux, on a des Français qui sont en Afrique, qui ont le VIH, mais qui ne prennent pas les comprimés là-bas, qui sont servis à partir de la France. Et pourquoi on demande aux Africains d'être servis, de retourner en Afrique, d'être servis en Afrique? La question n'a pas eu de réponse, hein, parce qu'on sait que ce n'est pas les mêmes choses. Ils peuvent avoir le même nom, mais ce n'est pas la même chose. On ne veut pas mourir du VIH parce qu'aujourd'hui, personne ne doit mourir du VIH. Donc, on a besoin des mêmes soins et de la qualité des soins. Raison pour laquelle je dis que, je répète, en Côte d'Ivoire, il peut y avoir le médicament, mais ce n'est pas la même chose. Donc, nous, personnes vivantes avec le VIH, qui, comme moi, ont commencé à faire le traitement ici, je ne veux pas être soumise au traitement de la Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Merci d'avoir dit ça de manière très claire, hein, parce que des fois, c'est difficile au niveau politique d'affirmer des vérités que les personnes sentent sous leur peau. Du coup, c'est très bien de le redire. Et pour revenir à toi, du coup, on disait à ton professionnalisme. Tu m'as dit que tu es de formation agronome. Oui. Et par exemple, dans l'idéal, tu aimerais travailler dans quoi maintenant? Si tu avais la possibilité d'un récépissé qui te permettait d'accéder à tout, est-ce que tu as déjà un objectif de travail? Comme je le disais, là, une fois arrivé sur le territoire français, j'ai eu la chance de travailler. Et le premier travail que j'ai eu à faire en France, c'était assistant comptable. Du fait que j'ai aussi un BTS en comptabilité, j'ai été assistant comptable et assistant RH à la fois. Sachant que je n'ai pas de diplôme en RH, hein, mais je l'ai fait parce que j'ai été coachée par mon patron et c'était bien. Je l'ai fait 3 années. Et ça m'a valu aussi de demander à France Travail de faire la valorisation de mes acquis parce que j'avais une connaissance de base, une connaissance peut-être sur le terrain en RH, mais je n'avais pas de diplôme. Donc, j'ai fait la valorisation de ces acquis RH. Donc, aujourd'hui, aussi ayant un diplôme en agronomie, je suis, je peux dire, une personne polyvalente. Je peux servir en tant qu'assistant comptable, je peux servir en tant que RH et je peux servir en tant qu'agronome. Donc, avec le titre, je ferai des demandes dans tous ces différents domaines. Et bien, la porte qui s'ouvrira sera la bonne pour moi. C'est très bien de dire ça à l'antenne. S'il y a des personnes qui peuvent t'employer dans toutes ces choses que tu as dites. Effectivement, mais je ne m'éloigne pas du social. Comme je le dis, avec les états généraux, avec les associations, c'est quelque chose qui a toujours été en moi, vu que j'ai vite intégré le groupe de lutte contre le VIH, même étant au lycée. Donc, je profite de l'antenne pour lancer un appel aussi au groupe qu'on a en tant que défenseur des personnes vivantes avec le VIH, c'est-à-dire AIDS, Corévie, SIDAction, toutes ces équipes-là, je vous sollicite aussi. Voilà, je suis une personne ayant déjà de l'expérience avant la maladie et je suis disponible et disposée surtout pour le social, pour les accompagnements. Donc, appelez-moi, j'ai besoin de travailler avec vous parce que j'aime l'homme plus que le travail. Raison pour laquelle j'ai été RH aussi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, attendons que les titres soient disponibles et puis appelez-moi.
C'est parfait, très bien. Tu sais bien te promouvoir. Et je suis d'accord, je suis contente que tu as pu avoir un micro pour dire ça à l'antenne. Est-ce que du coup, le fait que si tu as un permis de 3 mois, est-ce que avoir un travail qui est à un temps plus long, est-ce que c'est possible, dans tes connaissances, c'est possible que le fait d'avoir un travail puisse forcer la prolongation de ton permis de séjour? Au vu de ce que j'ai déjà fait, même quand je n'avais pas encore les premiers titres, cela il va de la responsabilité de l'employeur. Voilà. Moi, je peux vouloir travailler 1 an, 2 ans avec la même personne, je n'ai pas de souci. Mais il faille que l'employeur puisse avoir des arguments pour me protéger, pour m'accompagner vis-à-vis de l'administration. Parce que là, il faut trouver des stratégies, vu qu'au niveau des lois, la situation est de pire en pire. C'est seulement l'employeur qui peut défendre la cause. S'il voit mes capacités, s'il voit mes résultats, c'est lui qui peut défendre. Parce qu'il y a la possibilité, il y a cette lucarne-là qui permet à l'employeur de dire « j'ai impérativement besoin de tel employé », quand bien même que son document il n'est plus d'actualité. C'est l'employeur seul qui a le droit de le faire auprès de l'administration avec des documents juridiques qui justifient tout cela. Espérons qu'il y ait des bonnes oreilles qui entendent tout ça. Et Berthe, par rapport du coup, à ton engagement dans les sociales, si tu pouvais parler à une personne qui découvre aussi récemment son statut, tu lui dirais quoi? Cela me ramène un peu aux états généraux. J'ai 2 cas que je vais évoquer. La première situation, c'est un jeune frère. Quand je dis un jeune frère, c'est-à-dire que je suis plus âgée que lui. Et un jeune frère, dans la maladie, comme on le disait, il est à 1 année d'expérience. Et malheureusement, il a été jeté à sa figure son résultat. Quand je dis jeté à sa figure, je pèse mes mots. Il a été convoqué par le médecin avec sa fiancée. Ils étaient sur le point de se marier. Et assis tous deux devant le médecin, on lui annonce qu'il est séropositif. Et la question est que, madame, est-ce que vous saviez? Et du coup, son foyer est fini. Tout s'est arrêté là. Aujourd'hui où je parle, il vit seul. Il a tout fait, rien n'a marché avec la dame. Donc, voici des personnes aussi qui ont vécu des choses. Et par la force des choses, on s'est connus aux États généraux. Et aujourd'hui, il est comme mon petit frère. Je lui donne libre cours de m'appeler, même si c'est à minuit. Parce que moi, j'ai eu des oreilles, j'ai eu des épaules aussi qui m'ont accompagné. Donc, je suis prête à le faire pour qui veut. Donc, je lui dis, il n'y a pas de restriction avec toi dans mon téléphone. Appelle-moi, écris-moi quand tu veux. Même si tu veux, on se rencontre parce que j'ai besoin que tu changes, que tu comprennes que tu peux vivre avec ça et tu vas te remarier sans problème. Le deuxième exemple, c'est une dame, une sœur du Mali, qui, après plusieurs chutes on peut dire quoi, de mal-être, de malaise aussi au Mali, s'est retrouvée en France pour des examens. Et aux États généraux, elle était à peine à 6 mois ou 7 mois d'information. Quand je l'ai vue, elle était repliée sur elle-même dans son coin malgré les États généraux. Quand je l'ai approchée, je lui ai parlé plus ou moins de mon exemple, ma façon de vivre, je peux dire mon esprit de vie en paix, libre, je ris. Elle était ébahie et chaque fois elle me disait, mais comment tu fais? Je lui ai dit, j'ai une seule notion et le médecin me l'a dit. Le diabétique peut tomber avant toi. L'hypertendu peut tomber avant toi. Une personne qui a le cancer peut tomber avant toi. Si tu veux vivre, c'est une autre maladie qui va t'emporter, ce n'est pas le VIH. Elle m'a dit, mais c'est vrai, mais comment faire? Je lui ai dit justement, dis-toi que tu n'es pas malade. Dis-toi que tu n'es pas malade. Ce qu'on t'a donné comme résultat, c'est normal, tout le monde a un résultat dans la vie. Mais ne te dis pas qu'il est forcément positif, donc tu es vraiment malade. Non, tu n'es pas malade.
Tu as la chance d'avoir tous les médecins autour de toi. Aujourd'hui, avec les états généraux, tu as toute une équipe. Et toutes ces personnes, que ce soit le corps médical ou pas, tout le monde est pareil aujourd'hui, infecté. Ce n'est pas une joie, mais c'est pour te dire que tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, elle aussi, elle continue de m'appeler. On rigole, je lui demande comment ça va. Elle me dit de mieux en mieux. Ta joie de vivre, je la partage aujourd'hui. Je dis, gloire, c'est bon. Ça, c'est un grand résultat. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'essaie de partager. Je suis une personne qui, partout où je suis, j'essaie de partager cette joie que j'ai. Je ne suis pas triste, j'oublie parfois même que je dois prendre des cachets. C'est lorsqu'on évoque le débat que je me souviens, ah oui, effectivement, j'ai des médicaments à prendre. Sinon, en temps, toute la journée, j'oublie que je suis malade, j'oublie que j'ai un virus bizarre. Je ne les calcule pas, cette maladie. Voilà, mais je néglige pas mes traitements, hein. C'est différent. Voilà, ça n'affecte pas mon quotidien, ça n'affecte pas ma joie de vivre, mais je suis dans la joie, je vis comme je peux, je m'habille, je mange, je vis comme toute personne. J'ai aucune limite. Et à propos des médicaments, tu parlais du traitement que des fois, il peut ramener au fait que tu dois prendre, tu as une pathologie, du coup, tu dois prendre les médicaments. Oh. Est-ce que ils t'ont fait la proposition de passer aux médicaments par injection et de les avoir une fois tous les 2 mois? Est-ce que c'est une chose qui te tente? À vrai dire, concernant les médicaments, quand j'ai été déclarée séropositive, j'étais au stade SIDA. Voilà. D'où la toxoplasmose. J'étais déjà au stade SIDA. Donc, tout de suite, en voulant me relever aussi rapidement, les médecins ont commencé par, on peut dire quoi, le Biktarvy, que beaucoup de personnes prennent aujourd'hui, le connaissent aussi. J'ai fait une réaction. En 3 jours, je n'ai pas pu. Donc, on est passé par d'autres traitements plus légers, me permettent de remonter bien en CD4. Aujourd'hui, je suis je prends toujours aujourd'hui le Biktarvy, plus une autre association, parce que je fais toujours une réaction avec le Biktarvy seul. OK. Moi, personnellement, comme je dis, hein, je creuse beaucoup. Donc, sur la question des vaccins, des injectables et tout, et même une pilule hebdo, tout ça, je sais. Mais j'ai échangé avec le médecin, je lui ai dit, je me sens mieux comme ça. Surtout, pour certaines personnes, l'injectable a des effets un peu, je veux dire, désobligeants, les empêchant de se mouvoir la journée, voilà, paralysantes en fait, en un mot. Donc, je ne suis pas partante pour moi. Oui. C'est pas que le dosage et tout. Non, je connais tout ça. J'ai eu des séminaires là-dessus. On a eu aussi une rencontre avec l'équipe de Corée-Vie à Val d'Europe. J'ai participé. En 3 jours, on a fait des débats là-dessus, effectivement. On a été enseignés, encadrés, accompagnés. L'injection, ça existe, mais moi, personnellement, je ne suis pas portée vers. Oui, tu dis, je suis bien comme ça, pourquoi changer? Je suis bien comme ça, voilà. Oui, tout à fait. Et ouais, là, je suis indétectable et je suis tranquille avec. Et on va vers la fin de notre rencontre, mais avant de te quitter, est-ce que tu peux nous raconter comment il est ton foyer personnel? Tu as des enfants, tu vis avec quelqu'un? Effectivement, j'ai des enfants. Et ma première fille, je vais faire juste l'écart. La première, elle a 26 ans. Et la dernière, elle a 16 ans. Voilà, j'en ai 4. Et je suis une personne qui a plus de 40 ans. J'ai plus de 40 ans, voilà. Et tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien dans la maison avec les enfants, la famille. Tout le monde va bien. Tu me disais que la plus grande, elle est au pays, oui, et les autres, elles sont avec toi. Oui. Et 4 filles. 4 filles, tu as la chance. Ouais. Et du coup, toutes ces grossesses se sont passées avant la découverte du VIH. Oui. Et tu as allaité tes enfants. Est-ce que tous Ce sont des enfants elles sont toutes nées au pays. Et en Afrique, c'est l'allaitement maternel qui est le premier. Donc, les enfants ont été allaités sans problème. Et comme on le sait aussi, je n'ai pas fait de césarienne. Donc, toutes les 4 par voie basse.
J'ai perdu 2 grossesses, donc ça allait me faire au total 6 enfants. Donc, mais tout s'est passé bien jusqu'à aujourd'hui. Les enfants sont bien, bonne santé. Et comme je le disais, la chance d'avoir intégré un groupe de soutien, voilà, de lutte contre le VIH depuis le lycée, j'ai vite compris comment est-ce qu'il faut protéger ma famille. Ça, c'est un atout. Au jour d'aujourd'hui, les enfants savent, mais ils peuvent, par mégarde, faire des choses. Et moi, maman, je suis derrière pour les protéger toujours. Quand je sais que c'est un objet coupant, ceci, cela, non, il y a des choses que les enfants ne touchent pas à la maison, même dans la cuisine. Je fais toujours attention. Et comme ils savent que maman fait attention, ne touchez pas ça, il y a des choses qu'on ne partage pas et les enfants aussi, ils respectent. Donc, on peut dire ma prévention a été incluse aussi dans leur éducation aujourd'hui et les enfants vivent bien, je vis bien. Très bien. Berthe, je te remercie vraiment beaucoup de ta sincérité, d'avoir apporté ces touches aussi de bonheur, de joie pour les personnes qui t'entendent. Et surtout, je te souhaite de trouver toi aussi le moment, la chose importante en ce moment, c'est quoi? C'est les papiers, c'est le travail. Vraiment. Je te souhaite vraiment de quelqu'un peut-être à l'antenne qui t'a écouté, qui t'a entendu et il a eu des oreilles vraiment ouvertes à ça. Oui. Est-ce que tu veux nous laisser avec un dernier mot, quelque chose que tu veux nous dire qu'on a peut-être oublié ou tu veux Je veux rappeler aux personnes vivantes avec le VIH qu'au jour d'aujourd'hui, le VIH n'est pas une limite. Le VIH n'est pas une calamité, n'est pas une fatalité. Le VIH, c'est juste une maladie, comme tout autre. Vivons heureux, vivons joyeux et n'oublions pas les préventions. C'est ce que je peux dire. Merci Berthe. Merci. Et nous sommes arrivés à la fin de Vivre avec les VIH d'aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez raté une partie de cette interview, allez bien la récupérer sur nos podcasts. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et dernier appel, s'il y a une employeur qui a entendu l'interview de Berthe, n'hésitez pas à la contacter. Merci beaucoup, à très vite.